Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Et je tenais en préambule à vous remercier pour les nombreux messages reçus suite à cette série d'épisodes consacrés à la vie de château, à ce projet mené pendant de nombreuses semaines autour de ce marathon de Cheverny. Le dernier épisode est sorti la semaine dernière et vous avez été vraiment très nombreux à me faire des retours, à avoir apprécié ce contenu, à avoir sollicité une saison 2. Je remercie bien évidemment les organisateurs de ce marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, Émilie qui a été partie prenante de l'ensemble du projet et puis clin d'œil aux athlètes, Cédric, Marine, Emmanuel et Sophie avec qui ce livre est loin d'être fermé. Dans cet épisode aujourd'hui, je reçois un homme pour qui le sport est bien plus qu'une passion, c'est un véritable mode de vie. Quelques jours seulement après avoir bouclé le mythique marathon de Boston, Benoît Nérac, que je reçois aujourd'hui, s'apprête à vivre un autre grand moment puisque de l'autre côté de la barrière cette fois-ci, il est l'organisateur des championnats de France du 10 km dans sa ville de Troyes. Directeur des sports de cette même ville, le sport fait partie de son quotidien. Benoît est passionné et à 52 ans, il continue encore à améliorer ses chronos sur marathon. Après avoir parcouru les rues de Sydney, Londres, New York, c'est Boston qu'il vient d'accomplir et depuis plusieurs mois, il s'est lancé dans cette aventure incroyable des majors marathons avec une envie, celle de découvrir les plus grandes courses du monde, leurs ambiances, leurs émotions et tout ce que l'on peut raconter comme belles histoires autour de cette distance mythique du marathon. Alors dans notre échange, on va parler bien évidemment des coulisses de ces marathons majeurs, mais également des coulisses de l'organisation d'un grand événement comme ce championnat de France du 10 km. Il va accueillir en prime Jimmy Gressier qui viendra pour s'élancer sur ce championnat. Avant de vous laisser profiter de cet entretien avec Benoît, je voulais le remercier tout simplement d'avoir trouvé un petit créneau pour enregistrer cet épisode. Il est très chargé entre sa préparation pour Boston et les championnats de France. Embarquement immédiat et immersion dans ces marathons majeurs à travers l'expérience de Benoît, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, auquel je vous invite à vous abonner sur les plateformes d'écoute, à liker, à laisser un petit message et pourquoi pas à le transmettre à un ami qui aurait cette volonté d'aller parcourir ces marathons outre-Atlantique ou pourquoi pas cette quête des majors. Très belle écoute à vous. Bonsoir Benoît, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes. Alors, comment vas-tu quelques jours seulement après ton marathon du côté de Boston et à quelques heures de l'organisation du championnat de France du 10 km du côté de Troyes? Salut Seb. Écoute, je suis encore en phase de récup. Ça fait pile 15 jours. J'ai eu la chance de courir, parce que je considère que c'est une chance de courir cette superbe épreuve. Donc je suis plus tout jeune, j'ai 52 ans, donc je laisse aussi un peu mon corps se remettre tranquillement. Il a quand même été malmené pendant presque 8 semaines, plus le jour de l'épreuve, donc je le laisse un petit peu tranquille. Je fais du vélo, je nage. Je vais faire un petit footing là juste avant de faire ce podcast et puis je vais reprendre progressivement. Benoît, le sport, il est au cœur de ta vie, c'est 24 heures sur 24. Tu vas l'expliquer et ça va être naturel par rapport à ta fonction professionnelle, mais le sport a une place très importante dans ta vie. Effectivement, ça fait des années que je pratique. J'ai commencé par la natation, j'ai fait de longues années de triathlon. J'avais mis un petit peu je fais toujours du triathlon à l'entraînement. Ouais, ça fait 20 ans que j'en ai pas fait un, mais je m'entraîne natation, vélo, course à pied toutes les semaines et puis de la course à pied, j'en ai toujours pratiqué et j'ai remis un peu le couvert, on va dire, de manière un peu plus sérieuse depuis 2020. Étonnamment comme beaucoup de personnes. C'est ce que je voyais sur tes chronos, sur ta page de la Fédé. Il y a de beaux chronos sur 2023, 2024. L'après-Covid t'a redonné un élan finalement. Exactement. J'ai fait tous mes meilleurs chronos après 50 ans, ou 50 ans passés, et que ce soit sur 10, sur semi ou sur marathon. Et en fait, je voulais même pas retourner
J'ai repris les marathons en 2023, ouais, donc l'année de ouais, 2023, je crois, l'année de mes 50 ans et je voulais pas retourner sur marathon et puis j'ai fait, une 16 et quelques sur semi, donc je me suis dit: «Ah bah, pourquoi pas, je dois être capable de remettre ça». Donc j'avais pas fait de marathon pendant plus de 10 ans. Mon dernier, le précédent avant la reprise, on va dire, c'était 2011 à Paris. J'avais dû faire 2,52 et puis, bah, je me suis relancé, comme beaucoup d'autres coureurs sur Valence et ça m'a remis le pied à l'étrier et le goût de l'effort. Au quotidien, Benoît, ton activité est, elle aussi tournée vers le sport. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu fais au quotidien? Quel est ton rôle et tes missions? Je suis directeur des sports, à Troyes et alors directeur, mutualisé, je suis à la ville de Troyes et à l'agglomération troyenne. Donc, dans ce cadre-là, je suis amené à gérer une centaine de collaborateurs, qui travaillent aussi bien dans les piscines, patinoires et dans les équipements sportifs et puis une équipe administrative, également avec qui je collabore et qui m'entoure. Au contact des sportifs et également de toutes ces structures, pistes, comme tu l'as dit, piscine, gymnase, tout ça, c'est sous ta coupe. Ouais, exactement, on gère, 60, ouais, un peu plus de 70 équipements. On est en contact avec 250 associations et puis, on monte, chaque année, à peu près alors, que ce soit des événements associatifs ou des événements municipaux, on est à peu près sur, ouais, entre 200 et 250 manifs annuels qui sont organisés sur le territoire. Pas facile de gérer un calendrier avec les rotations, avec les, disponibilités également de toutes ces structures. Comment vous faites pour, harmoniser et satisfaire les associations qui sont quand même, celles qui portent également le sport dans nos villes et nos municipalités? Bah, alors on a déjà des équipements, on a la chance d'avoir des équipements, riches, diversifiés. Donc ce qui nous permet d'avoir une qualité, dans notre offre et puis, bah, effectivement, de temps en temps, il faut faire, des arbitrages. Après, généralement, on est là aussi, nous, pour aiguiller les clubs, pour les envoyer, enfin, pour leur conseiller, pour éviter d'avoir, 5 événements sportifs le même samedi, ce qui pourrait être un peu aberrant. Donc, on essaye en fonction des calendriers fédéraux et de nos contraintes, municipales de trouver les solutions et généralement ça se passe, plutôt bien. Avec ton regard là de directeur, tu l'as dit, tu as une vue d'ensemble finalement sur, la pratique du sport dans une ville comme Troyes. Est-ce qu'il y a des sports qui, ont le vent en poupe et d'autres qui sont peut-être un petit peu plus en déclin? Tu vas me dire la course à pied, ça a le vent en poupe au regard de l'événement dont on va parler tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a vraiment une cartographie qu'on pourrait retrouver à l'échelle nationale? Heu, alors ce qui a le vent en poupe, en fait, nous, on a noté parce qu'on a les élus, des collectivités ont fait des choix, stratégiques importants au moment de la préparation des jeux et donc la collectivité, s'est positionnée sur la construction, la réhabilitation d'équipements structurants, dont la construction d'un complexe gymnique, qui avec un club résident qui a fait plus de 20 je crois d'augmentation de son nombre de licenciés depuis son ouverture il y a 2 ans maintenant, et qui est un des plus gros clubs avec quasiment la plus belle salle de France. On n'a pas à rougir. On a une piste de BMX, pareil qui a été, construite dans le cadre de la préparation aux Jeux, qui est de niveau national. Il va y avoir des événements, il y a eu plusieurs coupes de France, il va y avoir les championnats de France qui vont y être organisés. Bon, je parle pas du foot parce qu'à Troyes, il y a un club phare et qui va remonter, à l'échelon, au premier échelon dans quelques mois. Donc voilà, effectivement, il y a des disciplines, qui fonctionnent bien et après je pense que c'est à peu près le même spectre que, ce qui se passe ailleurs avec, peut-être en ce moment, quelques difficultés, plus de difficultés par exemple sur les sports de combat, où le post-Covid n'a pas facilité je pense, n'a pas facilité l'après. Et en termes de besoins, ce sont toujours ces mêmes associations qui vont avoir,
je sais pas, les dotations ou est-ce qu'il y a quand même des associations qui vont, monter des projets, qui vont venir frapper à la porte justement des élus et finalement générer derrière pas mal de croissance? On le voit, hein, un sport comme le hand qui génère des médailles ou le basket ou le rugby à 7 après les jeux olympiques ont pu se développer peut-être un peu plus fortement que le football qui, si un tournoi, on va dire international n'est pas très, très bon, bah, derrière, il y a peut-être un petit peu moins d'engouement. Alors est-ce que ça se ressent sur, une ville de province comme peut l'être Troyes? Mais déjà conséquente. Ouais, bah, y effectivement, ça c'est, comme partout, hein, et tu le phénomène où tu as un athlète ou un qui sort du lot, on a été, enfin, je pense que les associations locales ont été, dans la même dynamique, de l'après-jeu, avec effectivement des disciplines phares qui permettent de communiquer et puis qui parlent un peu plus aux jeunes, aux nouvelles générations donc après je pense que le il y a pas de, il y a pas eu de nouveau club particulier. On a eu, comme je le disais tout à l'heure, il y a une offre locale qui est relativement large et riche, que ce soit dans la ville centre ou alors dans les clubs de l'agglomération. Donc aujourd'hui, on est sur une vingtaine, 20 000 à peu près 20 000 licenciés dans les clubs sportifs troyens, sur une population de 60 000. Cette règle de 3, on en parle souvent avec une personne qui intervient sur le podcast. Est-ce que tu Dis-moi? sens encore une dynamique Bruno Heuby dans la région de Troyes? Alors, la règle de 3 de notre Bruno, nationale presque, je pourrais dire. Oui, oui, il y a plutôt c'est plutôt, on est plutôt dans une bonne dynamique, localement, quoi. Donc, on a des élus qui sont relativement enfin, qui s'approprient, vraiment la dimension sportive et puis, on le sait, il y a un enjeu important pour les collectivités autour du sport. Benoît, toi, ta pratique sportive, tu l'as dit, tu as, pratiqué le triathlon quand tu étais peut-être un petit peu plus jeune, tu n'en fais plus, aujourd'hui en compétition. Comment tu as découvert le sport? Est-ce que ça a été, tout de suite ce triple effort? Est-ce que c'était la course? Est-ce que c'était, d'autres, sports qui ont pu t'animer dans ta jeunesse? C'est une bonne question. En fait, comme je pense plein de gamins dans les années 80, 90, j'étais plutôt sport UNSS, et j'ai eu un petit déclic, j'en parle souvent avec mes parents, j'ai eu un petit déclic à partir de, ouais, 17 ans, 18 ans, et puis comme dans la vie, c'est souvent les choses se font grâce à des rencontres. Donc, j'avais un entourage sportif, j'ai rencontré, bah, ça c'est encore valable aujourd'hui, hein. Moi, je ne peux qu'inciter tout le monde à se licencier dans les clubs. C'est fait aussi pour ça. Ça tisse une dimension sociale importante et donc, bah, je suis rentré dans un club de natation et puis on était tous de la même génération. Après, on s'est mis au triathlon et cetera. Donc depuis, on va dire, depuis que j'ai 20 ans, ça oui, ça fait plus d'une trentaine d'années maintenant, heu, c'est le quotidien, quoi, clairement. C'est le quotidien et puis, ouais, c'est le quotidien et puis, après je m'intéresse à titre perso, je m'intéresse à tous les sports naturellement, ouais. Et ce lien avec ta profession aujourd'hui, ça s'est fait pareil, très naturellement ou tu as exercé d'autres activités professionnelles avant d'être, en charge des sports sur cette, ville et agglomération troyenne? Non, en fait, rapidement dans le cadre de mes études, j'ai su ce que je voulais faire. Enfin je me suis, voilà, orienté sur un cursus en droit et administration et puis, des rencontres. Tout à l'heure, je parlais de rencontres, à titre perso, bah, professionnel, c'est pareil, on fait des bonnes rencontres et puis, là, ça fait 23 ans que je travaille et que je suis responsable des sports à la ville, ouais. Donc, maintenant ça fait quelques années, ouais, un peu d'expérience. Donc tu as cet ancrage, les gens te reconnaissent comme étant la personne qui est, monsieur sport du côté de Troyes? Oh, monsieur sport, je sais pas, mais, je suis pas tout seul naturellement. Il y a une équipe qui est derrière, il y a des élus donc, nous on est là pour travailler pour les élus et c'est ce qui nous anime au quotidien. Tu parlais tout à l'heure de l'Estac qui remonte en première division, pour la prochaine saison. Est-ce que c'est un bon coup de projecteur avec, bah, la lumière qui est mise sur, la ville tous les 15 jours avec des matchs qui vont, accueillir les plus grandes stars du football français?
Ah bah, forcément quand on a un club pro dans une ville, c'est enfin je vais pas dire que c'est l'idéal, mais en termes d'animation, en termes économiques, d'enjeux, de retombées, c'est effectivement tous les 15 jours, il se passe quelque chose, ça génère des flux, ça génère de beaucoup d'images, du marketing territorial donc il y a beaucoup d'enjeux et on le sait, la Ligue 1 est particulièrement bien exposée, comme peut l'être aujourd'hui, le top 14, le top 14 en rugby, par exemple. Il n'y a pas que les magasins d'usine à Troyes, il y a d'autres choses à faire. Exactement, il y a pas que les magasins d'usines ou alors de l'andouillette à manger. Est-ce que tu en consommes d'ailleurs? Est-ce que c'est ça qui te fait carburer? Alors en phase de prépa, moyennement, mais autrement, oui, j'adore. Là, ça va être la bonne période. Au barbecue, là, c'est l'idéal. Oui, mais tu seras encore en prépa, parce qu'on va le voir avec, ton programme sportif, il y a quand même pas mal de densité au niveau des entraînements avec des échéances. Donc là, on disait en préambule que tu étais encore en phase de coupure après ce marathon de Boston qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant. C'est quoi ce projet autour de Boston? C'était un one shot ou il y avait autre chose derrière? Non, c'était effectivement, il y avait un projet perso. C'était pas l'idée: «Tiens, je vais me faire ce marathon-là», parce que déjà pour aller à Boston, il faut être qualifié. C'est le seul marathon, des majors, où, il faut des références chronométriques et en fait, l'idée remonte à il y a 2 ans où, après avoir participé au marathon de Valence comme beaucoup de coureurs, français, un beau jour, je reçois un mail qui me dit: «Bah, félicitations, vous êtes qualifié pour les championnats du monde, catégorie d'âge majors». Donc j'ai écrit, alors c'était pas le 1er avril, c'était au mois de décembre. Tiens, c'est que cette histoire? Donc je regarde un peu et effectivement, j'avais fait les minima, j'avais fait 2:47 et quelques à Valence et ce qui était mon meilleur chrono et figure-toi que les championnats du monde, les f bon, je connaissais même pas l'existence, avaient lieu à Sydney en Australie, de l'autre côté du globe, 9 mois après. Donc je me suis dit: «Bah, en premier temps, bah, c'est loin, et cetera, ouais, non» et puis c'est un budget quand même, c'est un peu compliqué et puis en discutant avec mes potes, ils me disent: «Mais non, mais c'est une opportunité exceptionnelle, faut que tu y ailles, quoi». Alors comme, on le disait tout à l'heure, j'ai plusieurs de mes amis qui ont participé, par exemple, à Kona, à l'Ironman d'Hawaï. On dit: «Bah, c'est comme aller à Hawaï, quoi, ça se refuse pas une invitation, même si c'est que en catégorie d'âge, ça se refuse pas». Donc bah, je me suis lancé dans l'aventure et puis je me suis retrouvé en Australie au mois de septembre, 2024 et où là, j'ai découvert un pays extraordinaire. Bon, j'étais parti pour 2 semaines et demie, hein, parce que c'est, Le temps de s'acclimater, enfin de ouais, voilà, ouais, ouais, donc 1 semaine avant, pour bien, se remettre du décalage et c'était pas trop. Et puis après un petit road trip, et entre 2, bah, naturellement un marathon à faire et puis depuis donc et Sydney qui était candidat pour devenir le 7e, des majors et donc et puis la course est plutôt bien passée et donc je me suis retrouvé à faire mon meilleur, chrono à Sydney avec 2:46 et qualifié automatiquement pour le championnat du monde suivant qui était à New York, au mois de novembre 2025. Donc tu remettais une pièce pour un autre championnat du monde après cette course du côté de Sydney. C'est exactement ça. Donc en revenant de Sydney, je me dis: «Bon, bah, ouais, top, c'est bien» et puis, bah, New York, c'est New York. J'avais jamais mis les pieds, c'est un rêve pour tout coureur, hein. Sans connaître, tu te dis: «Mais New York, ouais, c'est pas c'est ouais, c'est une course iconique». Donc OK, donc je valide mon inscription à New York et puis là, je me retrouve, je me dis: «Bah, tiens, c'est marrant, je m'intéresse un peu plus aux majors» et là, je me dis: «Bah, ouais, ça pourrait être pas mal peut-être de faire, de se lancer dans la tournée, mais je veux pas faire ça en même temps, je veux pas faire ça, mettre 10 ans pour faire les 7 marathons». Donc ce qui me semblait raisonnable pour un vieil athlète comme moi, c'était de faire ça, d'en faire un tous les 6 mois, 2 par an.
Alors c'était raisonnable au niveau physique et puis au niveau budgétaire aussi parce que, bon, autant Berlin, et Londres, c'est pas très loin, mais les autres, ça nous amène aussi à voyager. Donc il y a un autre projet qui s'est créé à côté. C'était donc de profiter aussi quoi, de voir d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes, et donc pendant l'hiver, 2024, après Sydney, donc je me suis inscrit aussi, je suis passé par un tour opérateur parce qu'on n'a pas trop le choix quand on est français, hein. Je me suis inscrit à Londres et donc je suis parti à Londres, en avril l'année dernière pour faire cette belle course. Et puis là, je m'étais dit: «Bon alors tu fais 2,46 à Sydney avec un parcours avec 350 de D+, heu, Londres, Londres, c'est ça une doit être course plus roulant ouais, c'est roulant. Preuve en est, il y a trois extraterrestres, qui ont explosé le record du monde il y a 10 jours, hein. Donc je me dis: «Bah, tiens, pourquoi pas essayer de sortir un 2,45 ou un 2,44-59, ça serait pas mal». Bon, malheureusement, j'étais dans le chrono, 30e, 35e, j'étais toujours dans l'allure et puis au 39e, là, il s'est passé un truc, j'ai pas l'habitude, j'ai été pris de crampes aux ischios et là, mais ça a été violent. Violent, arrêté net une première fois, je réussis à repartir, nouvel arrêt. Donc là, je savais que le chrono était perdu. Je savais même plus où j'en étais, en fait et finalement, j'ai réussi à passer la ligne en 2:50. Tu pensé peut-être abandonner et pas aller Non, au bout de non, ce non? non, parce que franchement, quand tu es au 39e, il te reste 3 kilomètres et tu te dis: «J'ai fait, 8 à 10, ouais, 8 semaines de prépa». Tu mis un billet, tu te dis, Aussi. et tu pars sur une espèce de quête avec tu sais que comme un gamin quoi, tu veux la médaille, tu veux la médaille. Donc non, je recommençais pas quoi. Je recommençais pas, l'investissement valait p il est important quelque part. Alors perso, hein, dans l'investissement perso donc non, non, faut que tu ailles au bout quoi. À chaque fois, j'ai réussi à repartir, pour finir, un peu boiteux, un peu grimaçant, mais j'ai fini quand même. Pour revenir sur Sydney, Benoît, tu avais fait appel peut-être à des partenaires, des sponsors, des gens qui, sur la ville de Troyes et les environs peuvent t'accompagner et te proposer, peut-être quelques deniers parce que c'est pas un voyage, qui est, si facile que ça. Il y a beaucoup d'avions, il y a l'hébergement, il y a 15 jours comme tu l'as dit pour, vraiment s'acclimater. Comment s'est monté ton projet là de partenariat ou projet financier? Bah, je me suis inspiré, un peu de ce que, qu'avaient fait mes quelques potes là, qui avaient participé à Hawaï. J'ai fait un petit dossier de partenariat, je me suis fait une petite plaquette, un truc un peu, voilà, où j'ai vendu ce que j'avais à vendre. Après, je suis pas une icône, hein, je suis pas Félix Bourg, Hassan Chadi ou d'autres, je suis un petit coureur, de départemental, après le hasard a fait que, quand tu progresses, que tu as passé 50 ans, tu te retrouves plutôt en haut des rankings, nationaux. Donc ça, c'est assez marrant. Donc à un moment, je sais plus, je m'étais retrouvé je finissais dans les 10 premiers, je crois, sur marathon. Donc c'était motivant pour moi et puis, j'ai vendu un peu mon projet effectivement à des potes aussi, enfin des chefs d'entreprise que je connais bien et qui m'ont dit: «Bon, OK, on croit à ton projet, on va t'accompagner» et puis aller faire un championnat du monde en Australie, c'est un peu plus sexy à la limite que faire un championnat du monde à Anvers, même si j'ai rien contre les Belges. Et la température s'est inversée par rapport à nous C'est sur la ça, période ouais. d'été. Alors comment tu as pu te préparer de façon, estivale avec une météo qui allait être peut-être, complètement inverse du côté de Sydney? Effectivement, alors la difficulté pour, Sydney, c'est que la course elle avait lieu le 15 septembre, donc c'est-à-dire que j'ai passé mes 2 mois d'été à courir, comme un dingo, et à part des températures relativement, élevées. Donc effectivement, je me vois encore finir quelques, séances un peu sec, même avec le maillot trempé, mais intérieurement complètement sec. Donc c'était effectivement les marathons comme ça de rentrée de septembre, c'est pas l'idéal, hein. Je sais que pour Berlin qui m'attend dans 5 mois, ça va être la même histoire avec, des prépas sur juillet-août, c'est compliqué. Donc voilà, après j'ai acclimaté le corps, ce qui était plutôt pas mal et au final, donc effectivement, comme tu le soulignes Seb, le climat est inversé par rapport à nous, donc
Eux sortaient étaient en phase d'attaquer la période hiver, enfin estivale, contrairement à nous. Donc, les températures étaient le jour J à Sydney, c'était le top. Franchement, il faisait frais, ni trop chaud ni trop froid. Je me souviens encore la veille, il y avait du vent, ils annonçaient une tempête alors que toute la semaine il avait fait beau. Et le jour J, ça a été j'ai pas été perturbé. En plus, la course part très tôt le matin, à 6 heures du matin. Donc, c'est juste ça se gère. Et puis, ça s'est hyper bien passé. Franchement, j'ai tous les ce jour-là, pourtant je m'étais fait opérer d'une pubalgie. J'avais eu c'est des pépins un peu avant Sydney, donc j'ai eu une pubalgie, je me suis fait opérer, et j'ai fait une prépa raccourcie de 8 semaines. Et ça m'a suffi, ce qui m'a suffi au demeurant. Et le jour J, j'étais en bonne forme. Donc 2:46 à Sydney, c'était plutôt pour moi à titre perso, un beau chrono. Donc ce que tu disais, l'âge avance, au-delà des 50 ans, tu arrives encore à améliorer ton chrono. C'est que tu te connais de mieux en mieux? Bah, il y a ça, l'expérience. Alors, tu te connais de mieux en mieux et puis ton corps aussi, il imprime. Je pense que, tu vois, là, comme tu disais, j'ai une sciatique. Je suis embêté là depuis 6 mois. J'ai fait 2 marathons New York-Boston avec une sciatique. Heu, sur un chrono qui est, malgré la douleur et malgré une prépa, un peu tronquée, qui est pas si loin que mes meilleurs temps. Donc, je pense que le corps aussi, il imprime. Il imprime l'effort, il imprime, la douleur. Et il sait, il sait ce que tu veux, ce que tu attends de lui. Donc après, faut pas non plus le pousser non plus dans ses retranchements. Faut rester, heu, faut rester prudent. Après, j'ai écouté là ton podcast avec Bruno il y a quelques jours sur, il le dit après, je sais qu'à un moment ça va décliner. Donc, la performance, je vais être moins puissant et cetera. Donc, en complément de la course à pied, il y a aussi ça. Alors je sais pas si ça a joué, mais j'ai augmenté mon volume par exemple en vélo. Tu vois? J'ai augmenté, mon volume en vélo. J'ai fait des séances, où je doublais, où j'enchaînais une séance, vélo, séance course à pied. Et puis en complément, bah, un minimum, ouais, du gainage plusieurs fois par semaine. Renfo et gainage plusieurs fois par semaine. Et ce qui m'a pas empêché d'être blessé, mais je sais que comme me dit, mon kiné, ça aurait pu être pire. Si tu avais pas fait tout ce que tu as fait, en plus, ça aurait pu être pire. On reviendra, hein, sur ce marathon de Boston que tu as vécu et qui est encore, très récent dans ton esprit. Sydney, c'était le premier en dehors finalement, du continent européen, à l'autre bout de la planète. Qu'est-ce que tu gardes comme image de ce beau chrono déjà et bah, de tout ce que tu as pu vivre en Australie sur, ce grand continent? Ouais, écoute, déjà, j'ai 2. Alors c'est bizarre, mais j'arrive pas à mémoriser, tu vois? Je suis tellement concentré dans ma course, que j'ai que des flashs. Il me reste à chaque fois, quelques jours après, il me reste que des flashs. Et là, les 2 flashs qui me restent, c'est le départ et l'arrivée. Le départ où tu passes sur le fameux Harbour Bridge, dans Sydney, un super pont. C'est vraiment une expérience, c'est génial parce que tu as toute la baie de Sydney, tu as toute la ville, tu as une vue qui est imprenable. Et ça, c'était royal. Et l'arrivée devant l'opéra de Sydney, ça aussi, c'est quelque chose. En plus, la fin, elle est plutôt avec un dénivelé, négatif. Tu descends, donc tu arrives pleine balle devant l'opéra, grosse ambiance devant l'opéra. C'est vraiment ce que je retiens de ce parcours. Il est pas foufou en termes de parcours parce que voilà, tu montes Sydney, en fait, c'est une ville côtière, très escarpée, ce qui explique qu'il y a 350 de dénivelé. Donc, tu vas pas y chercher, forcément un gros chrono. Mais mais puis il y avait, je sais pas, il y avait une énergie. Alors même si à 6 heures du matin, tu as pas beaucoup de spectateurs, mais il y avait une énergie dans cette ville. J'ai res C'était vraiment incroyable, incroyable. Et puis après, bah, tu fais des connaissances, tu vois? Ça m'a permis de rencontrer d'autres Français avec qui je suis resté en contact, dont Mustapha Labzi qui est aujourd'hui, un des meilleurs coureurs, français dans sa catégorie d'âge parce que là,
Bah, je crois que le dimanche dernier, il est champion, pardon, de Champion de France France? de marathon en 54, 59 ans. Il doit être encore capable de sortir, je crois, des chronos autour de 30, de 25. Donc moi, ça m'inspire. Ça me semble stratosphérique, et Mustapha, bah, alors je l'ai pas croisé à Boston, il y était, on s'était contacté avant de partir. Il m'avait appelé mais on reste régulièrement en contact, donc voilà, donc c'est aussi ça, tu vois? C'est aller sur des courses, bah, tu rencontres, tu un peu plus de solidarité entre Français quand tu vois des bleus, blancs, rouges, sur le parcours. Pareil, j'avais rencontré, un autre coureur là, avec qui j'ai sympathisé et avec qui on reste en contact régulièrement, que j'ai recroisé, à Paris, il y a un petit mois là. Donc voilà, c'est aussi je trouve c'est plutôt fédérateur le sport. Quand tu as découvert, New York, est-ce que tu as eu, cette même, énergie, ce même ressenti que tu avais, perçu du côté de Sydney? Ou est-ce que c'est encore, plus grand parce que c'est les États-Unis et que c'est une course, qui est encore, peut-être, plus grandiose par rapport Ouais. à l'aura qu'elle peut avoir? Alors en fait, j'ai bien fait dans le déroulé, donc juste avant New York, j'avais fait Londres et ce qui m'a permis déjà un peu de me mettre dans l'ambiance anglo-saxonne et Londres, j'avais pris une claque parce que pendant 42 kilomètres, tu as du monde sur le parcours, mais tout du long qui t'encourage, c'est incroyable. Il y a vraiment chez les anglo-saxons, je trouve, c'est une fête. Le marathon dans la ville, c'est pas une contrainte, Ça c'est n'embête pas les pas voisins? voilà, c'est tout le monde descend, tout le monde sort, la musique, les enceintes, et c'est parti, quoi. Et tout Et âge? ouais, ouais, voilà et donc Londres, c'était, 60 000 participants, donc beaucoup de monde, bon, c'était un peu une course un peu compliquée et donc je m'y attendais un peu à New York, c'était un peu dans le même esprit si tu veux. Alors par contre New York, bah, c'est New York, quoi. C'est indescriptible. Ce que j'ai pas aimé, alors tu vois, voilà, je peux faire, tu m'as demandé ce que j'avais aimé à Sydney, beaucoup de choses. New York ou Londres, ce que j'ai pas aimé, c'est l'avant-course. Parce que la gestion, à un moment, ce que je reproche aux majors, c'est qu'ils veulent aussi faire de l'argent. C'est pas que de proposer des belles courses, mais ils font une espèce de concours où il y aura le plus de participants. Donc là, tu vois, ils se tirent la bourre, et ils ont bien raison parce que de toute façon, ils sont complets en 3 secondes et demie et là, bah, tu gères pas une course à 30 000 participants comme tu gères une course à 60 000. Donc on me suis retrouvé, alors que je participais à New York au championnat du monde, en galère, 0 échauffement. J'arrive avant la course, tu as les fouilles les trucs improbables quoi, c'est les à l'américaine. Tu es fouillé, donc tu pas canalisé en fonction de ta vague. Ils accueillent tous les coureurs en même temps. Donc je me suis retrouvé, à attendre, à poireauter sur Staten Island, il y a pas d'autre terme. Alors déjà à poireauter avant pour prendre le bus, parce qu'on t'emmenait en bus, à Staten Island. Ensuite, quand tu arrives sur place, après 1 heure de bus, on te propose, pas d'arriver tout de suite, mais une petite fouille. Donc à l'américaine, donc tu es scanné, voilà. Donc là, bah et si bien que je me retrouve à rentrer dans le sas, alors que mon départ était, je sais plus, à 9 heures, je crois, avec en première vague et je suis rentré dans le sas, je crois 3 minutes avant. J'ai juste eu le temps de balancer mes habits, de remplir les flasques et c'était parti, Et à heu froid? et à froid. Donc l'idéal et en plus, c'est le top parce que Staten Island, bah, en fait, c'est le pont le plus grand de New York qui relie, Staten Island alors c'est pas Manhattan, mais ça va me revenir. L'autre borough un autre, borough de New York et là, le pont, il fait 3 kilomètres. 1 kilomètre de montée, donc là, tu pars à froid à 4,15 je crois. Donc là, déjà, tu es pendu au bout d'1 kilomètre. Après, tu essayes de te calmer un petit peu, de rechoper ton allure, c'est plat et après ça redescend. Donc, tu prends kilo en 4 tu vas, 20 secondes, trop pas assez vite et dans la descente, tu vas 20 secondes trop vite. Donc c'était vraiment pas les meilleures conditions. Et puis après bon, après, ça va, ça a été, mais tu as du monde tout du long, c'est incroyable, incroyable. Les Américains sont fous, en fait. C'est c'est des dingues et puis l'arrivée alors tu as des passages très durs,
Parce que la particularité quand même de New York, c'est les ponts. Tu as 5 ponts, qui sont terribles et alors là, tu as pas de spectateurs pour le coup et tu en as un qui est à peu près, je crois, au SMI. C'est le Queensboro et celui-là, il est redoutable. Il est redoutable, tu montes, tu montes, tu montes et c'est particulier parce que tu entends juste le claquement des baskets enfin des pompes en carbone, mais tu entends que ça et le souffle des coureurs. Tu as pas de bruit et après tu sors du pont, virage et là, je crois que c'est la première avenue et là tu t'engouffres et là, tu as 5 kilomètres de ligne droite. Mais de ligne droite avec, de part et d'autre, des tribunes, des spectateurs qui t'encouragent, qui te hurlent dessus. Donc non, c'est à faire. Clairement, c'est à faire. C'est Je regrette surtout pas d'y être allé, même si la fin était un peu compliquée pour moi. Du coup, bah, j'ai un peu payé les efforts, du début de course, je les ai un peu payés et puis surtout le manque d'échauffement ou l'absence d'échauffement. Moi, je me rappelle de cette, image du départ, Ouais, je regardais à la télé et je fais un clin d'œil à Daniel, qui est une des personnes qui, soutient le podcast et que j'ai pu accompagner dans sa préparation. Ces 2 vagues, au-dessus, en dessous, ça se c'est ça. rejoint et après c'est un flow, sans discontinuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça doit être impressionnant quand tu es C'est vraiment au cœur de impressionnant. la meute. Ouais, exactement. Tu as le départ, au canon, les hélicoptères. Mais tu te croirais dans un film, c'est Apocalypse Now. Tu as des hélicoptères qui sont au-dessus, du pont et tu entends que les hélicos, en fait. Les 3 premiers kilos, quand tu pars dans la première vague, bah, en fait, on part dans la foulée des élites, quelques minutes après à peine et tu tous les hélicos qui tournent autour de toi, ça te met le frisson, ouais. Donc tu as participé à la même course que tonton Eliud. Vous étiez, sur le même championnat du monde. Exactement, il était là également. Alors j'avais fait, Londres et je crois qu'à Londres, il y était aussi l'année dernière et également, oui, il était dans la même course. Alors on se croise pas. Je pense qu'il a pas eu les mêmes conditions et lui, il a pu s'échauffer tranquillement dans l'heure qui a précédé le départ de la course. Alors justement, sur ce championnat du monde, tu disais Sydney, c'est quelque chose qui se refuse pas, c'était le premier. Le deuxième, New York. Qu'est-ce que tu en gardes, ce côté, j'ai participé à un championnat du monde? Individuellement, est-ce que tu, es satisfait de ta course? Ça reste une très bonne expérience? Ou ce côté championnat du monde, c'était plutôt anecdotique pour toi? Oh bah, non parce que, on va toujours dire: «Ouais», alors, faut toujours relativiser les chronos, tu vois? Ce que je disais tout à l'heure, je suis pas non plus, j'ai la chance de participer, je fais les minima, donc j'ai la chance de participer. Alors je crois que mon meilleur classement, ça devait être, oh je sais plus ce que je crois que c'était à Sydney. Il y avait une autre densité, il y avait une autre densité à New York forcément, je suis assez loin dans ma caté. Mais non, c'est après là, je le prends plus, comme, j'ai fait New York. Toi, alors Sydney, j'ai fait Sydney, mais plus qu'un championnat du monde. Donc cette envie des majors, ils sont 7 maintenant, puisque Sydney s'est greffé Mmh. sur, les 6 marathons majeurs, au monde. Bah, là, tu es en passe de les réaliser tous avec, cette volonté, bah, d'accrocher une très, très belle médaille. Alors, j'entendais que cette médaille, il fallait l'acheter, la médaille, la grosse médaille, qui, symbolise, l'accomplissement de toutes ces courses. Alors, tu as encore quelques mois avant d'aller pouvoir la décrocher, mais, elle est pas offerte. Alors, en fait, je crois, je m'y suis pas encore intéressé parce que, C'est loin encore, tu en as ouais, encore à faire. il m'en reste 3. Mais je crois que la Six Stars, elle est offerte et c'est la Seven Stars qui est pas encore, ou que tu dois acheter. Effectivement, je crois avoir entendu, c'était Dorian Louvet qui a expliqué ça il y a quelques mois, qu'il avait commandé la Seven Stars alors que la Six Stars, on te la donne. Donc moi, j'ai commencé, en fait, par la fin. J'ai commencé par Sydney alors que Sydney, est fait c'est pas un des 6 historiques. Ça reste le dernier arrivé. Bon, mais je pense, bon, comme on disait tout à l'heure, il y a un petit peu de business autour de ça, n'est-ce pas? Quand tu vois le coût prohibitif des dossards. Effectivement, donc là, je sais que j'aurai certainement la Six Stars avant d'avoir la Seven Stars. C'est un billet de combien pour un dossard sur ces majors? Rien que le billet, si on prend le billet sec, sans l'enrobage, vol, hôtel et tout ce qui va avec, mais, rien que le prix du dossard, tu saurais l'estimer? Ah bah, le prix du dossard, oui, je le connais, parce que tu le payes. Donc pour l'instant, je crois que le moins cher, ça doit être,
€250, je crois. Ah bah, je l'ai pas là. Ouais, 205, ouais, de 200 €, un peu, ouais, entre 200 et 500 € pour, heu, Berlin. Londres, c'est forcément le plus cher, mais tu ne connais pas le prix du dossard parce que, comme je disais, si tu es pas anglo-saxon, tu peux pas participer à la loterie. La loterie ou alors, enfin si, tu peux participer à la loterie, mais là tu as une chance sur, je sais plus, 1 400 000, je crois. Je crois que le tirage au sort pour l'édition 2027 a eu lieu cette semaine, et j'ai vu ce chiffre sur les réseaux tout à l'heure, 1 400 000 demandes. Donc c'est énorme. C'est moins que Heu, Céline Dion. ouais, voilà, c'est un peu ça. Et c'est à peu près la même durée qu'un concert de Céline Dion, je pense, en fonction de ton niveau. Et donc là, le prix de Londres pour nous, Français, tu es quasi obligé de passer par un, ouais, de quasi obligé de passer par par une agence qui est agréée, et puisqu'ils te prennent pas hormis les anglo-saxons, ils ne prennent pas les meilleurs coureurs au chrono. Autant tu peux passer au chrono partout ailleurs. Là, je vais aller à, bah, Boston naturellement, c'est que le chrono. Tu peux pas acheter, il y a pas de loterie, donc là, c'est les vraies valeurs du marathon. Comment? Je crois qu'à New York, tu dois avoir un mix entre les chronos, les tours opérateurs, et cetera. Donc voilà, donc forcément, bah, ton prix est noyé, donc tu prends une formule, qui va te coûter, de toute façon, c'est pas secret, hein, c'est au moins, pour 4 jours, un tour opérateur, c'est sans les faux frais, sans le transport en train, et cetera, c'est 2 500 € quoi. Donc tu profites un petit peu. Donc Exactement, je pense qu'il y a ce côté également dépaysement, découverte, comme tu l'évoquais pour l'Australie. Tu allies course avec voyage, découverte d'un exactement. environnement complètement Ouais, différent. exactement, voilà. Après moi, j'étais jamais allé aux États-Unis, donc j'ai attendu, 52 ans pour aller aux USA, donc en novembre dernier, où j'avais emmené mon fils parce que je trouvais que c'était, un projet, pas que mon projet, il supporte aussi mes entraînements, il supporte, le son père qui doit le bassiner, que marathon, mais je suis fier de lui parce que depuis janvier, ça y est, il s'est mis au triathlon. Je sais pas, il a eu une lumière instantanée et il s'est mis à la course à pied, au vélo et à la natation, et je l'arrête plus. Donc il a attendu d'avoir 18 ans, mais après ses 18 ans, il a eu la lumière, donc pour moi, c'est top parce que je vais pouvoir partager d'autres choses avec lui. Et puis voilà, et donc ça a été effectivement quand on est allé aux États-Unis, bah, on est resté une semaine à New York, puis après, j'avais organisé un petit voyage, quelques jours à Philadelphie, puis quelques jours à Washington. Malheureusement pour nous, avec les bonnes blagues de Donald, on est tombé en plein shutdown en fin d'année. Donc j'avais prévu des visites, entre autres, des musées, et cetera, sur Philadelphie et puis Washington. Il y a quand même une belle histoire l'histoire des États-Unis qui est là-bas, et bah, tout était fermé. Donc ça a un peu coupé, ça nous a un peu coupé dans notre élan, mais voilà, et puis j'ai apprécié, l'état d'esprit des Américains, et c'est pour ça que j'y suis retourné 6 mois après pour faire Boston. Et alors la différence entre New York, très populaire, c'est la grosse pomme, hein, ça doit être Mmh. l'effervescence un petit peu partout. Boston, c'est peut-être un petit peu plus feutré. Tu disais c'est, dans l'esprit originel du marathon. Tu as peut-être mieux aimé celui-ci? Exactement. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Alors déjà, Boston, c'est une super ville. Non pas que New York, ce soit pas une super ville, mais New York, c'est New York, ça représente pas les États-Unis, je pense. Et Boston, il y a vraiment, il y a une histoire déjà. C'était la 130e édition. Donc le marathon historique, avec des vraies histoires que tout le monde connaît, la première femme qui participe au marathon, qui se fait exclure, qui reparticipe, 1 an ou 2 ans après. Il y a eu d'autres, il y a eu le fameux, malheureusement, terrible attentat en 2012. Donc il y a vraiment une histoire, et puis c'est une course qui est pas en ville. Contrairement aux autres majors, il y a un tas de courses dans les grandes villes, on t'emmène, c'est mais un rituel, moi
j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Tu emmené, le matin, t'arrives, t'es convoqué à telle heure, avec ton dossard. On me dit: «Surtout, vous arrivez pas avant, vous arrivez», donc moi, c'était rendez-vous à 6h45, dans le grand parc, central de Boston. Donc tu arrives qu'avec, les coureurs de la première vague, et surtout ils te préviennent en amont pour les autres coureurs. Si vous êtes, nous on avait les dossards bleus rouges, et les dossards bleus, orange, vert et cetera, chacun avait des heures, et tout le monde, tu vois? C'est là que tu vois que tu as affaire qu'à des coureurs, les gens respectent. Les gens étaient réglo, c'est pas la cacophonie. Tout le monde, contrairement à New York, tout le monde arrive au bon moment. Heu j'ai trouvé ça génial. Tu arrives, tu as tous les bus. Alors, tu as une flopée de bus jaunes scolaires, les fameux bus jaunes, et là, tu te retrouves, je dis: «Mais comment ils vont nous mettre dans les bus? Ça va être, encore le bazar comme à New York», et là, non. Au sol, tu as un type qui est au micro sur une scène. Devant lui, il a un grand damier. Chacun Les coureurs se positionnent dans une case. Une fois que tout le damier est rempli, bah, ça fait, je dis n'importe quoi, peut-être 30 ou 40 places, 30-40 places, c'est 30-40 places dans un bus. Il dit: «Bah, là, le bus, vous allez dans le bus 2», et ainsi de suite, et tous les coureurs, les 30 000 coureurs passent sur le damier, et ensuite, vague par vague, à 40 kilomètres de Boston, où là, c'est structuré, mais j'ai jamais vu ça. Moi, petit organisateur de course, tu te retrouves avec, je sais pas, des centaines, un truc, ce qui m'a marqué, ça peut être bête, mais c'est des centaines de WC. Tu vois? Tu pas des files d'attente comme j'ai pu voir, même à Londres, où tu voyais des files d'attente interminables pour aller, pour le fameux pipi de la peur. Là, non, là, tout le monde il y a largement ce qu'il faut, c'est spacieux, tu es encadré, on t'emmène, les bénévoles sont adorables, et puis après, bah, jusqu'à temps que tu arrives, ils t'emmènent sur la ligne de départ, et là, le truc à l'américaine, forcément l'hymne américain chanté a cappella, par une charmante dame, tout d'un coup derrière nous un C-130 qui passe en rase-mode juste au-dessus des coureurs, et c'est parti. Et après là, tu as 42 kilomètres en espèce de montagne russe, ça monte, ça descend en permanence, tu traverses des villes. Tout le monde est dans la rue, tu le fameux tunnel au SMIC, tu un tunnel. Je me «Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tunnel?» Et je comprenais pas, et en fait, j'ai compris ce que c'était. C'est un tunnel, tu ça doit être un collège, de jeunes filles, mais elles sont toutes le long du parcours et elles hurlent. Mais tu les entends presque à, je pense, au moins 500 mètres. Je me dis: Qu'est-ce qui se passe?» Et là, elles sont de part et d'autre de la route, elles te hurlent dessus, c'est hallucinant. Ce qui se passe, c'est hallucinant, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu arrives à Boston, et avec une apothéose, dans l'artère principale de Boston, c'est juste, waouh! D'accord, vraiment là, c'est le marathon pur, les racines. Je trouve que c'est vraiment les racines du sport. C'est vraiment là ce que je recherche, et puis l'expérience, quoi. Tu peux partager avec d'autres coureurs, ce que je disais, là à Londres, j'ai rencontré, un Américain qui est marié à une Française, donc on a sympathisé, on est resté en contact. Je dois le revoir à Berlin dans 4 mois. À chaque fois, j'ai pu faire des rencontres, ouais, des rencontres sympas avec des gens, d'un autre environnement. Donc je trouve ça génial, et Boston, ça a été pareil. Figure-toi qu'à Boston, alors je te raconte un peu ma vie, mais Ah à bah, tu es là Boston, pour ça, moi je te laisse le micro, hein, Benoît. voilà, et à Boston, j'ai rencontré un Troyen. Alors, en fait, c'est une amie qui me suit sur les réseaux, enfin une Troyenne, qui dit: «Écoute Benoît, à Boston, j'ai un copain qui s'appelle Patrice, qui est cuisinier à l'hôtel Four Seasons», et elle me dit: «Si tu veux, je peux te mettre en contact avec lui». Donc moi, ne connaissant pas du tout Boston, je dis: «Carrément», donc on se contacte par, les réseaux. On échange deux trois messages, et là je le connaissais pas du tout, hein, et là je découvre, il est cuisinier, à l'hôtel Four Seasons. Puis je regarde, mais le Four Seasons, c'est l'hôtel le plus huppé de Boston. Puis je regarde un peu plus, Patrice, OK, Patrice Martino, et là je commence à regarder, mais Patrice Martino, en fait, c'était une pointure internationale. C'est un cuisinier français, troyen forcément, enfin, forcément français, et là qui a un parcours atypique, qui a commencé par la base. Il a fait le CFA à Troyes, un CFA
donc de cuisine. Et puis après, il a fait des restos étoilés, la côte chalonnaise à Joigny, 3 étoiles. Après, il est parti, alors dans le désordre, hein, mais il a travaillé à Tokyo, il a travaillé à New York, il a travaillé à Londres. Et là, en ce moment, il est à Boston, ça fait 4 ans. Et lui qui est hyper sportif, et en plus, le Four Seasons va accueillir l'équipe de France de foot pendant la coupe du monde. Donc il a eu la chance de rencontrer, tout le staff, donc Didier Deschamps, il y a plusieurs mois en arrière. Et avec qui, il a lié, voilà, des contacts, et donc l'équipe de France avait choisi, l'hôtel pendant toute la durée de la coupe du monde. Et donc il les a vus, il a accueilli toute l'équipe là quand, ils ont fait leur petite tournée américaine il y a un mois. Donc j'ai sympathisé, et donc du coup, on s'est retrouvés, à peine arrivé à Boston, autour du 20 avril là, je suis allé, retirer mon dossard et je suis allé le voir à l'hôtel, et on s'est raconté les histoires de Troyens. Voilà. Donc il manquait que Bruno Hobby. Et le détail, parce que nous, coureurs, le problème quand tu vas à l'étranger et que pour un marathon, c'est quand même la nutrition. Et j'avais eu une mauvaise expérience à New York, c'est que les Américains, autant à Sydney, quand je leur ai dit: «Est-ce que j'étais venu avec mon gâteau sport?» Alors moi, le matin de la course, c'est gâteau sport. J'avais laissé ça à l'hôtel à Sydney. «Oh, ils m'ont fait un truc», c'était le gâteau de l'année. Autant quand tu vas aux États-Unis, les lois sont particulièrement rigoureuses et difficiles, et il leur est interdit, c'est interdit, de faire de la nourriture qui vient de l'étranger. Donc tu peux venir avec ton pot de gâteau sport, là-dessus, c'est pas bloqué à la douane, sauf que eux, dans les hôtels, n'ont pas le droit de les cuisiner. Ils peuvent pas cuisiner des denrées qui viennent de l'extérieur. Donc j'avais une petite déconvenue à New York, que j'avais réussi grâce à une guide française à retomber sur mes pattes, et elle m'avait gentiment préparé mon gâteau pour le matin de la course. Et là, j'ai eu droit à un chef étoilé. C'est le chef étoilé troyen qui m'a fait mon gâteau sport pour ma course du dimanche. Enfin du lundi, pardon, parce que Boston, c'est le lundi. Donc là, le petit contretemps de New York était complètement balayé, c'est un gâteau, 3 étoiles. Exactement. Tu le disais, hein, Benoît, sur, cette préparation pour Boston, tu es embêté par une sciatique, marqué également par un événement personnel. On l'a évoqué en off, je ne sais pas si tu veux en parler et si ça a joué également sur ta course, mais, tu ne courais pas tout seul du côté de Boston. Non, c'est exactement ça. Non, j'ai perdu, le 15 décembre dernier, j'ai perdu, un de mes plus vieux amis, si ce n'est, le plus vieux, et surtout un de mes meilleurs, ouais, un de mes meilleurs potes. Donc j'ai beaucoup de mal à m'en remettre depuis le mois de décembre. Il est parti tragiquement. Depuis, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle, la surcharge, la dépression chez les sportifs. Faut pas croire que lui, c'était un sportif de très bon niveau. Il avait participé 2 fois à Hawaï. C'est Mathieu, et ça a été un peu un choc dans le monde du triathlon là, en fin d'année, 2025. Donc ça m'a beaucoup peiné. Je suis encore, voilà, quand j'en parle, c'est encore, compliqué. Et malgré, voilà, à un moment, je me suis dit: «Est-ce que tu vas quand même à Boston?» J'ai un peu perdu le goût à pas mal de choses. Donc malgré tout, je me suis un peu remobilisé, et effectivement, j'ai couru, pas pour lui, parce qu'on court aussi pour soi, mais j'ai couru avec lui. Et il m'a accompagné, je pense, tout au long des 42 kilomètres, même quand c'était dur, parce que je me suis un peu emballé au départ de Boston, et les 2 derniers kilos étaient véritablement, difficiles, très, très longs. Et il a été avec moi tout du long, et ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a fait du bien, et je lui ai dédié, la petite finish line, c'était pour lui, en fait. Il a un petit bout de ta médaille. Exactement, si ce n'est la moitié, ouais. Benoît, juste après ce marathon de Boston, certains viendraient à se reposer, à rester un petit peu tranquille. Non, toi, tu bascules avec cette casquette d'organisateur puisque on va compter en jours encore, mais c'est dans quelques heures, la ville de Troyes, sous ta responsabilité, en tant que directeur des sports, va accueillir le championnat de France du 10 kilomètres. Et tu m'as envoyé un petit mot hier, il y aura un invité surprise. Donc ça met, une petite cerise sur le gâteau. Ouais, effectivement, on a la chance d'accueillir, alors on organise, ça va être la 31e édition du Semi de Troyes. Donc une course, déjà, alors on n'en est pas à la 130e comme Boston, hein, et je pense que je verrai pas la 130e.
à 3 et donc on organise, un semi depuis, voilà, depuis plusieurs décennies, et un 10 kilomètres, également depuis la reprise covid et comme bon nombre de courses en France, bah, on a une croissance, terrible. On prend quasiment depuis le covid, la reprise en 2022, on prend 30 de participants chaque année et puis on avait candidaté, enfin moi j'ai quelques contacts, c'est pratique d'avoir aussi du réseau, de rencontrer du monde, donc j'avais quelques liens avec, la FFA, donc on s'était positionné, pour, l'accueil des championnats de France de semi et puis bon ça se fait pas, hein, et puis finalement ils me disent: «Bah non, on peut pas, ça peut pas se faire cette année» et cetera. Puis au final après, moult négociations, mais toujours dans un bonne entente, puisque faut que ce soit du gagnant-gagnant. On va avoir la chance d'avoir cette année en 2026 les championnats de France de 10 kilomètres et en 2027 les championnats de France de semi. Donc c'est la première fois qu'une course accueille, 2 championnats de France, 2 années de suite, 2 années de suite. Et donc effectivement, bah, depuis quelques mois, presque, depuis là, janvier, hein, on travaille activement avec une montée en puissance, depuis quelques semaines et je te parle pas des derniers jours et des dernières heures et puis, donc là, on est complet sur toutes nos courses, le semi, 3 500 participants, notre 10 open, 2 000. Alors on a fait un peu de surbooking malgré tout. On a une épreuve entreprise avec plus de 1 000 participants et effectivement le championnat de France de 10 et qui va être, la plus grande édition en termes de nombre de participants qu'a rencontré un championnat de France. Je me souviens que nos premiers contacts avec la FFA, mais les filles avec qui je suis en contact, oh bah, elles ciblent enfin, eux ciblaient plutôt sur 2 000 et quelques, 2 500. Moi, je croyais en notre capacité d'accueillir beaucoup plus par rapport, entre autres, à notre position centrale. Un calendrier qui était plutôt favorable, mi-mai, bien placé par rapport à la région parisienne. Là, l'année dernière, ils ont fait, je crois, 1 300 participants à Cogolin, mais Cogolin, c'est bien quand tu habites dans le Midi, mais autrement, ça fait loin et donc nous, positionnés, pas trop loin de Paris, et plutôt, ouais, plutôt central. Je me doutais qu'on allait faire enfin, j'espérais qu'on allait faire un tabac et effectivement, il y a 3 600 participants, ça sera une des plus grosses éditions et alors parmi les autres, mais il sera traité comme les 10 299 autres participants. Effectivement, depuis quelques heures, on sait qu'on aura, le meilleur, athlète de demi-fond, français que l'on ait connu pour moi, quoi. Donc en la personne de Jimmy Gressier. Quelles seront les autres têtes d'affiche qui entoureront, ce plateau élite et Jimmy Gressier en particulier? Alors on a pas mal il y a la jeune génération, hein, qui sera présente, on a Perrino, entre autres, qui vient pour faire un chrono, chez les féminines, alors je pense que chez les hommes, ça sera là, où il y aura peut-être moins de suspense. Déjà, il y aura pas peu de suspense, je pense, pour la première place, mais un peu plus, je pense, pour les places, d'honneur sur le podium. Donc, après on a des noms. Alors en master, on a, Benjamin Choquer, le Nancéen, on a, Johan Durand, qui lui est licencié, je crois, du côté de Bordeaux, Périgueux, je sais Bergerac? plus. Ouais, Bergerac, c'est ça. On a un des espoirs là, alors je pensais que les Daguinos et compagnie allaient venir, mais bon, je pense vraisemblablement qu'ils ont d'autres, projets ou d'autres, voilà, la saison sportive pour eux est relativement chargée. Ou d'autres blessés comme Yann Schröb, par exemple? Ouais, voilà et effectivement, quand Guillaume Schrob est pas loin de Troyes, je m'étais dit: «Bah tiens, peut-être qu'on aura un Yann Schrob» et puis bon, il s'est fait opérer, d'une pubalgie, quelques jours, je crois après son 5 kilomètres, à Lille. Donc voilà, non, on va avoir un super plateau. Chez les filles, je pense que c'est là où ça va être disputé. Il y a, je pense, près quasiment 10 filles qui peuvent faire le podium. Donc non, ça va être un beau championnat de France, quoi. Est-ce que tu as participé, Benoît, au tracé?
pour vraiment Ouais, calibrer par rapport aux attentes de la Fédé, hein. Tu l'as dit, vous candidatez, c'est un peu comme le Tour de France qui va se positionner sur cette ville qui accueille ce championnat. Est-ce qu'il y a des critères en termes de dénivelé, en termes de virage, en termes de ligne droite, par exemple, pour l'arrivée? Tu l'as dit, l'expérience coureur, elle doit être bonne. Si les gens sont amenés à marcher comme tu as peut-être pu le vivre du côté de New York ou Londres, bah, c'est peut-être pas satisfaisant. ouais. Alors, il faut savoir que la Fédé, s'appuie sur une course existante. Donc, tu ne fais pas un tracé avant, tu vois, spécifiquement pour le championnat. Donc nous, de toute façon, on avait fait notre modification sur le 10, on l'a testé l'année dernière. Tu vois? Donc ça fait, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait 4 ans, je crois, ouais, ou 3 ans qu'on fait le 10 kilomètres. Donc il était pas encore labellisé, on est labellisé, on est qualificatif et donc l'année dernière, on s'est dit: «Bon, bah, alors voilà», on savait que on voulait le tester, donc on a choisi un parcours le plus rapide possible. Il y a pas de dénivelé. Je crois que sur le 10 kilomètres, il doit y avoir 20. On doit être à 20, et franchement, ça se sent pas du tout, hein. Je l'ai testé, on l'a couru à plusieurs reprises pour voir, les points parce que c'est aussi, quand tu es coureur, c'est aussi l'occasion de proposer pour, tous les amateurs de course à pied et un parcours le plus adapté possible. Donc, nous, on voulait un parcours roulant, sans dénivelé, qui emprunte, le centre-ville. Franchement, c'est pas fun du tout quand tu cours en pleine zone industrielle, quand tu es, voilà, ou ou avec des barres d'immeubles. Alors il faut tout naturellement, mais nous, ce qu'on voulait, c'était avoir un parcours le plus attractif possible et on reste, voilà, où à Troyes, il y a une architecture qu'on voulait mettre en avant. Il y a, des beaux bâtiments, il y a des grandes avenues, des grands boulevards, donc on a essayé de tout combiner pour proposer un super parcours. Exemple, le premier pendant tu passes la ligne de départ, tu as quasiment une ligne droite non-stop pendant 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre. Donc c'est très roulant. Donc s'il y a des coureurs qui participent, qui nous écoutent, en ce moment et qui participeront, dimanche prochain à la course, et voilà, on a vraiment tout optimisé pour que, il y ait pas de difficulté. C'est minimum, mis à part peut-être 2 passages qui sont pas très longs, mais autrement, tu es minimum sur de la 2 voies, voire 4 voies au départ. Donc là, il y aura pas de décalage entre, la montre et le kilométrage en passant la ligne d'arrivée. Il y a pas le chrono officiel et le chrono Garmin. Non, 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 bah, alors ça, tu sais, tu as toujours un petit décalage, hein, de toute façon entre les Garmin, et puis, le mesurage. De toute façon, tu sais comment ça se passe, un mesurage, donc, surtout pour quand tu accueilles un championnat de France, le mesurage, il est particulièrement précis. Tu le fais tu as plusieurs, ça se fait à la roulette, avec un vélo. Le même jour, tu fais, parce que en fonction des conditions atmosphériques, tu as un décalage entre le matin et l'après-midi, donc on fait un double mesurage. Tu en fais un le matin à la fraîche et tu en fais un dans l'après-midi. Donc, et après chaque point, tout est et puis tu as le parcours idéal. Donc c'est sûr que nous, on va pas s'amuser comme dans certaines courses à faire, tu sais, à faire la ligne, blanche, la ligne bleue, la ligne rouge ou verte. Mais sur le parcours, voilà, si tu prends bien à la corde, de toute façon, tu seras à 10-0-0. Donc ça c'est sûr et certain. Donc voilà, donc non, sur le 10 kilomètres du championnat, on va vraiment, ça va être une belle course, quoi, et avec un beau parcours, et idem sur notre semi. Donc on a modifié notre parcours, pour, cette année, pour, encore, mieux gommer le dénivelé, et puis aussi tout à l'heure on parlait de sécurité, en off je crois, ce qu'on a voulu aussi, c'était, éviter que quand tu cours en centre-ville, et nous on reste vraiment sur le territoire de la commune. Donc on voulait éviter, au maximum, que les premiers coureurs rattrapent les derniers. Parce qu'on avait un système de boucles. Donc auparavant, on était sur 3 boucles, c'était un peu chiant, on peut se le dire. Donc depuis 2 ans, on est passé sur 3 ans, on est passé sur un système à 2 boucles, mais 2 boucles de distance identique, et avec une distance identique, bah, les premiers rattrapent rapidement les derniers. Donc là, cette année, on va tester un nouveau parcours qui va entre autres passer autour du stade de l'Aube, heu, lieu de haut lieu de sport, troyen,
et avec une petite dans un premier temps, une petite boucle de 8 kilomètres et une autre qui va faire 13 kilomètres. Ce qui devrait nous éviter au maximum, là on en reparlait tout à l'heure, que les premiers rattrapent trop rapidement les derniers. Et en termes de bénévoles, combien vous mobilisez de personnes pour ces championnats? Est-ce qu'il y a un dispositif renforcé? Est-ce que vous êtes, avec un club support qui va, peut-être apporter des forces vives? Comment tu as, géré en amont tous ces besoins, à la fois en matériel, mais surtout en moyens humains? Parce que les bénévoles, c'est quand même eux qui, permettent l'organisation de ces, manifestations sportives et encore plus là pour un championnat. Effectivement, alors c'est 270, on est sur 270 bénévoles pour le jour J, entre, alors bénévoles ou on va dire ou personnes travaillant. Donc il y a des agents municipaux qui vont être mis à contribution, de nombreux agents municipaux, tous services, la police municipale, les agents des sports, les agents de la voirie, de la manutention, ça va être, c'est très conséquent. On a des bénévoles de chez bénévoles, donc issus des clubs, des gens qui se proposent spontanément, qui reviennent tous les ans parce qu'ils aiment le sport, parce que pour eux, ils considèrent que, c'est aussi important de filer un coup de main à la collectivité. J'ai les présidents de clubs, tiens hier je discutais avec un copain qui est président d'un des clubs de vélo, de Troyes et il me dit: «Bah, pour la première fois je viens parce que je trouve ça normal, la ville nous aide et je trouve ça normal aussi que nous on puisse un peu rendre, là pareil, j'ai adoré son discours. Donc au total, plus après la délégation de la fédé, le jury, donc il va y avoir la délégation FFA. On a estimé, ouais, on est sur un peu plus de 250 personnes qui vont travailler, dimanche matin. Donc là, gros focus sur la ville de Troyes avec peut-être des retransmissions sur, certaines chaînes spécialisées ou «réseaux» entre guillemets qui, vont montrer votre savoir-faire. C'est aussi ça, hein, que tu souhaites peut-être mettre en avant à travers cet épisode. Toi qui écumes les marathons à travers le monde, il y a peut-être des choses que tu as ramenées de ces pays anglo-saxons qui ont pu t'inspirer, certains ajustements, certaines choses pour, permettre une expérience coureur qui soit, la meilleure possible du côté de Troyes? Effectivement, alors je ne veux pas dire que je cours pour moi, mais c'est aussi, bon de ramener je suis toujours à observer, tiens là, qu'est-ce que nous on pourrait faire? Exemple, cette année, on a mis en place un guide du coureur. Aujourd'hui, tu vas sur les majors, c'est ce que tu attends, c'est d'avoir les éléments, précis ou avec, ou comment je vais faire de la consigne avec mes affaires si je pars, de l'endroit A vers l'endroit B, comment je vais faire pour gérer mes habits, ma consigne, le transport, l'hébergement, les heures, parce que quand il y a beaucoup de départs, comment ça se passe? Et moi, si je suis, telle course, donc ce qu'on a fait, on a fait un guide du coureur, c'est la première année, donc il est dispo sur la plateforme, enfin sur le site internet de notre course. Ça, c'est le premier élément, qui me semblait important. On a essayé d'augmenter notre nombre de bénévoles parce que c'est aussi d'aider, les gens quand ils sont un peu paumés, et voilà, donc là, ils vont être identifiés, ils auront tous habillés de la même façon et surtout il y en a jamais trop, quoi. Donc on n'a jamais trop de coureurs, enfin de bénévoles pour accompagner des coureurs. Alors ça peut sembler un peu, voilà, mais c'est important pour les modalités, on va dire le bon fonctionnement, d'une course et surtout pour, le confort des coureurs, c'est aussi des toilettes suffisantes, quoi. Là, quand tu passes de 5 000 coureurs à plus de 10 000, forcément, tu as pas la même gestion du fameux pipi de la peur. Donc ce que j'ai vu à Boston, c'était incroyable, quoi. Il y avait des dizaines et des dizaines de cabines individuelles pour les toilettes, avec des urinoirs. Donc bah, nous aussi, on a multiplié, surtout sur une course de centre-ville, tu pas trop le choix donc À la location, il y a plus un toilette sec disponible. je te confirme. C'est exactement ça. Il y a plus de toilettes, dispo sur 3 pour le week-end prochain. Donc voilà, donc c'est des petits détails, accumulés, ce qu'on veut aussi, tu vois, c'est, les cadeaux, bah, quand tu es coureur, certes, tu payes, alors chez nous, on paye pas trop cher, mais voilà, je veux aussi que, tu ton souvenir. Heu, Moi, le premier, même à 52 ans, je suis content d'avoir ma médaille et depuis 3 ans, on fait une médaille. Mais c'est un truc de dingue. Les gens, s'ils n'ont pas leur médaille, donc au début, on a commencé par le SMI,
le semi-marathon. Donc tous les finishers du semi avaient, on leur a fait un bon les collègues en fait m'ont convaincu. Moi je voulais pas trop, puis ils m'ont dit: «Bah si, ça serait bien, on a des demandes». Bon OK, on y va. Et puis j'ai vu effectivement que ça c'était top, donc tout le monde était content avec sa médaille. Et après on a une épreuve entreprise, donc on l'a passé sur l'épreuve entreprise. Et l'année dernière, on s'est fait incendier parce que les coureurs du 10 ne comprenaient pas pourquoi eux n'avaient pas la médaille. Donc cette année, il y a médaille pour tout le monde. Donc comme ça, il y a pas de jaloux. La même médaille, il y a juste le cordon qui changera. Donc et même pour les coureurs du championnat de France. Il faut savoir que nous, on accueille le championnat de France. On perçoit, les inscriptions sont prises, sont alors c'est géré par les clubs. Nous, on ne reçoit aucun droit d'inscription sur les 3 600 coureurs qui vont venir. C'est uniquement sur les coureurs des courses open. Et donc même les coureurs du championnat de France auront droit à leur médaille souvenir de la ville de Troyes. Donc là, c'est une réflexion. Ils t'ont convaincu, tes collègues. C'était, ce qu'on disait un petit peu en off, hein. Vous avez une politique tarifaire qui n'est pas, exorbitante. On reste sur cette norme du, 1 € du kilomètre, que ce soit pour le 10 kilomètres ou pour le semi-marathon. Ça fait partie peut-être des accompagnements que tu as sur le plan local qui permettent de dégager des budgets suffisants, ou c'est, une volonté de rendre accessibles les courses à la majeure partie des concurrents qui, vont peut-être se lancer pour certains dans leur première course, ce dimanche. Bah, tu tout dit, en fait. Ça tu tout dit. L'idée, c'est que de rester accessible à tout le monde. Quand tu es une collectivité, tu pas là forcément pour, faire de l'argent. Tu pas là pour en perdre, mais tu pas là pour faire l'argent. Donc on rend un service public. Donc l'idée, bah, nous, c'est on utilise enfin, les élus utilisent le semi-marathon aussi comme un outil, un levier pour inciter les Troyens, les habitants du territoire et d'ailleurs à faire du sport dans une ferveur, voilà, dans un environnement un peu particulier, festif, mais sportif. Donc voilà, donc on reste, un peu accroché à une politique tarifaire, correcte, puisqu'on est autour de allez, avec l'augmentation, donc on a quand même mis en place des paliers. On est autour de ouais, un peu moins de 25 € pour, le semi et un peu plus de et à autour de 12 € pour le 10 kilomètres, avec des cadeaux. C'est-à-dire que les gens repartent avec, quand tu fais le semi, tu as donc la médaille de finisher si tu vas au bout, un t-shirt, tu as des coupons de réduction, tu as une gel, on a des partenaires, qui nous accompagnent. Donc là, une marque, qui est je sais pas si je peux dire le nom? Oui, tu peux, hein. Vas-y, Ouais, vas-y. Ethics, voilà, qui est une marque, qui a le vent en poupe et on a, des connaissances, voilà, on connaît un des responsables de chez Ethics, il nous offre, une dotation et initialement c'était, uniquement pour les participants du 10 et là tout à l'heure on ouvre les cartons et ils vont offrir, soit un gel, soit une barre à tous les participants des courses open. C'est juste génial, quoi. Donc les participants du SMI, donc en plus auront un gel ou une barre et on a un partenariat avec, une grande marque de pâtes, Barilla et qui nous a contactés, pour être partenaire et qui va offrir pour chaque concurrent de toutes les courses, championnat de France compris, ce qu'ils appellent un sampling de pâtes. Donc c'est un échantillon, mais un gros échantillon puisqu'il va faire 240 grammes. Donc là, ils ont sorti une gamme protéinée et on va l'offrir à tous les participants. Donc ouais, donc tu vois, tu viens à Troyes, mais tu repars avec un beau petit sac, rempli, rempli de, voilà, de bons souvenirs et je trouve que c'est un service et puis ça permet de conserver une bonne image de notre course, quoi et idem sur le 10 et idem sur les on a aussi une épreuve d'entreprise où pareil, on essaie de faire une belle dotation. Dans quel état d'esprit tu es là, à quelques heures de ce championnat? Tu as encore, beaucoup de travail. Tu dis: «Je reçois énormément de messages, d'appels, de mails, c'est le rush». Tu souffleras peut-être, dimanche midi, une fois que les participants seront arrivés? Bah, alors, la dernière course étant à 12h45, dont la course, élite plus open. On va avoir une vague, la dernière vague, du 10, ça va être la plus importante parce que la course élite est à 12h45. Donc je crois qu'il y a tous les seniors, juniors, ça va être espoir, senior et M0. Donc je crois que c'est la plus grosse vague, ils sont un peu plus de 1000, plus notre vague open, derrière. Donc ouais, ça sera plutôt dimanche soir ou dimanche en milieu d'après-midi. Mais bon, là, c'est sûr que là, c'est tous les réglages,
Les athlètes, c'était, bah, naturellement à gérer l'avenue au mieux de Jimmy Gressier. Même s'il nous prévient tardivement, on veut l'accueillir dans de bonnes conditions. Toi, truc tout bête, bah, il y a plus une chambre d'hôtel, sur 3 et dans son agglomération, donc il a fallu lui trouver une chambre d'hôtel un peu à l'arrache. Ouais, donc tu le disais, hein, la municipalité y retrouve son compte sur la visibilité d'un championnat, mais les commerçants, les hôteliers, les personnes qui ont peut-être, des logements, des gîtes, des choses comme ça, profitent également de ces événements sportifs. Donc c'est gagnant pour toute l'agglomération et tout l'environnement de Troyes. Ouais, je pense, on fera les études d'impact après naturellement, mais bon, pour avoir eu la chance d'organiser, plusieurs étapes du Tour de France ces dernières années, dont la dernière en 2024, je le mettrai un peu dans le même registre, hein, en termes de de retombées économiques. En plus, ça, on va être un week-end de 3 jours, des athlètes qui vont venir, dès le vendredi vraisemblablement, vendredi 8 mai. Donc voilà, donc je sais que les hôtels sont remplis. Les gîtes, on a eu des contacts, avec des clubs, voilà, je connais pas mal de coureurs naturellement et qui m'ont dit: «Ah Benoît, où est-ce qu'on peut, tu nous proposes quoi comme hébergement?» Donc tu as des gîtes, donc moi je me suis mis en lien avec, enfin on s'est mis en lien avec les Gîtes de France. Donc on proposait aux coureurs, donc les coureurs qui participaient au championnat de France avaient une réduction en passant par la plateforme des Gîtes de France. Donc je sais que l'hôtellerie, ça sera pareil. L'année dernière, je me souviens, on était à 5 000 participants, mais le dimanche midi et le samedi soir, il y avait plus les restos. Je crois que les gens, ils étaient obligés d'attendre, quasiment 15 heures pour être servis au resto. Donc là, vu que la matinée va commencer, la première course est à 8h30 et la dernière à 12h45, on a pris aussi des food trucks, tu vois? Pour, que les coureurs, les spectateurs puissent rester sur le site pour profiter du spectacle. Mais effectivement, il y a des grosses retombées par rapport à l'économie, restauration, enfin, restauration, hébergement, c'est évident. Et bis repetita l'année prochaine avec le semi-marathon. Pareil, épreuve de championnat. Exactement, championnat de France l'année prochaine. Alors là, j'ai participé, tu vois? Je suis allé à Vannes, faire les championnats de France de semi au mois de septembre. Alors je l'avais habilement, mis dans ma prépa pour New York. C'était, Vannes, ça devait être, ouais, fin septembre, un truc comme ça. Et effectivement, ça m'a permis aussi de voilà, de voir un peu comment s'organisait le championnat. J'y suis allé avec mes collègues, moi j'ai vu la course de l'intérieur, j'ai emmené mes co on est parti avec, ma petite équipe là et ça nous a permis de voir, aussi les coulisses, de voir, quand tu es dans la course et quand tu es en dehors de la course, ce qu'on peut faire, pas faire. Donc ça nous a apporté des idées, voir des choses positives que nous on faisait pas. Inversement, des choses que nous plaisaient pas, qu'on va pas refaire. Donc bon, chaque course, chaque orga est complètement différente naturellement, mais on essaye toujours de s'améliorer, de se bonifier, chaque année. Donc dès lundi, c'est débrief et projection pour, 2027? Bah, faudra déjà démonter. Je crois que déjà le lundi, il y a toute la partie démontage des structures, mais ouais, ouais, je pense que dans la semaine, qui suivra, on fera le débrief, on verra ce qui a été, pas été. Bon, normalement, sur un championnat de France de semi, il y a moins de coureurs. Je crois qu'à Vannes, c'était 2000, mais peut-être que là, vu l'engouement qu'il y a eu, il y a qu'on a eu cette année là sur le 10, peut-être que l'année prochaine, je sais pas, je fais pas de projection, mais ça sera peut-être, il y aura peut-être 2 500-3 000 coureurs, également, donc ce qui veut dire qu'on aura encore un gros peloton. Alors Benoît, toi qui as écumé les marathons, les majors, tu vas déjà, terminer cette série pour, comme tu l'as dit, finaliser ces 7 majors marathons. Est-ce que de t'aligner dans les années à venir, puisque tu te bonifies au fil des années, un podium sur un championnat de France, ça aurait, une saveur particulière pour toi? Alors faut juste être réaliste que les temps aujourd'hui, moi ce qui me m'épate, c'est que les temps aujourd'hui, mais sont, en catégorie d'âge sont enfin inaccessibles pour un modeste coureur que je suis, quoi. Effectivement, je m'améliore, mais je reste, j'irai pas chercher, 2h25 sur marathon. Aujourd'hui, tu as des types, en 2h25, bah, voilà, c'est à peu près, c'est pas la norme, mais il y a des gars de plus de 50 ans qui courent, qui sont dans ce registre-là. Il y a Mohamed El Yamani, petit clin d'œil, qui va venir courir, le semi, de Troyes, donc et qui a battu il y a à Va ah non,
c'est pas à Valence, mais à Séville, le record du monde, en catégorie d'âge de marathon. Je crois qu'en 2,25, je crois, après quasiment 3 ans d'arrêt. Il est énorme, quoi. Il est énorme et donc là, il va venir chez nous, il veut battre le record du monde. Donc ça fait plusieurs années que je dis: «Allez, tu viens chez nous?» et il dit: «Bon, ça y est, tiens, Benoît, je viens». Donc il va venir faire le semi et il va essayer de battre le record du monde sur semi-marathon, en caté d'âge. Et je crois que son projet, à lui, c'est d'être recordman du monde. Donc, mais bon, là, on est je crois qu'il vise le 1,11, hein. Donc, je suis loin de faire 1,11 sur un semi. Donc, ça va être, donc voilà. Donc, aujourd'hui, le niveau est trop important pour que je puisse prétendre à quoi que ce soit, quoi. Mais jusqu'à des personnes, d'un âge très avancé, hein. Je voyais André Ozanne, championnat de France, 3h30 ou 3h35 Ouais, j'ai à vu. plus de 80 ans, C'est donc ça, 81 ans. Ouais, ouais. j'ai vu ça aujourd'hui. Ouais, ouais, non, c'est hallucinant. C'est hallucinant là les perfs qui sont sortis. Moi, ça me laisse, voilà, ça me laisse rêveur, quoi. Alors, il y a tout, c'est marrant parce que, pour avoir autant Mohamed, lui, il court depuis très, très longtemps, mais il y a d'autres, je crois que Mustapha Lamzi, il s'est mis à la course à pied, un peu sur le tard. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a des profils de coureurs qui sont pas usés, qui se mettent sur la course à pied, ils arrêtent le sport ou ils se mettent au sport. Ou ils arrêtent le foot, je sais pas quoi, puis d'un coup, ils se mettent au sport et à la course à pied parce que c'est facile et les mecs, ils sont forts, mais dès le départ, quoi, avec une progression, en flèche. Et là, il y a les 2 de la meute là, Lassène et puis Lamzi, aujourd'hui, c'est les costauds, quoi. C'est des avec des chronomètres, des chronos qui sont des références mondiales. Alors Benoît, on va terminer cet échange, même si, on aurait pu rester encore de nombreuses minutes à discuter parce qu'on est des passionnés et on sent à travers ton discours que le sport t'anime, plus que tout. Quel serait finalement ton instant à côté de tes pompes ou à la maison ou dans ta journée, tu ne vas pas parler de sport? Qu'est-ce que tu aimes faire qui ne soit pas en lien avec le sport? Est-ce que c'est possible? Je t'avoue, alors si, il y a 2 choses. Bon, j'ai une maison et il y a 2 choses que j'aime bien faire, en dehors de m'entraîner, de courir, de nager, de faire du vélo ou d'autres activités ou aller voir du sport, et au stade et cetera. C'est de faire du jardinage, voilà, ça me détend. Donc j'ai un potager et là, ça va être le moment. Alors le seul truc, c'est que avec la sciatique, je suis pas sûr que ce soit la bonne année pour faire du jardinage. Donc, c'est mon projet que j'ai mis en stand-by, certainement pour cette année, en espérant que mon dos aille mieux. Et puis autrement, je suis passionné d'autre chose, c'est que j'adore, pêcher et je pêche autour de Troyes. On a des lacs, des réservoirs saines et avec un cheptel, piscicole relativement conséquent et donc je pêche le brochet, au leurre, surtout pas au vif, mais j'adore la pêche sportive. Malheureusement, on peut pas. Pêche sportive, voilà, on en revient au Voilà. sport. Ah ouais, ouais, mais sportive, alors pour moi, je considère que c'est pas sportif, hein, mais certains disent que c'est sportif. Bon, passer sa journée à lancer, des leurres de 100 grammes, ça va, c'est pas trop dur mais c'est un besoin de concentration, tu vois? Il y a un objectif. Ton objectif, c'est de faire le poisson, le plus gros poisson et toujours le remettre à l'eau, hein. Naturellement, je ramène rien. Mais donc, mais ça, je l'ai laissé de côté depuis que je me suis lancé dans ce projet. J'ai une barque, j'ai pas touché à mes cannes, j'ai pas touché à mes leurres, j'ai pas touché au bateau. Mais, promis, je m'y remets à partir d'octobre ou novembre, 2027. Donc la prochaine échéance, Berlin Ouais. au mois de septembre. C'est ça, Berlin en septembre. Ce que j'espère, après il me restera Tokyo et Chicago. Alors Chicago, j'ai regardé, je peux le passer au chrono. Tokyo est plus compliqué parce qu'ils sont un peu comme Boston, ils prennent pas beaucoup de coureurs. Je crois que c'est un peloton de 25-30 000 coureurs. Donc, ce que je vise en fait, c'est de réaliser les minima pour, les championnats du monde de l'année prochaine, qui auront lieu justement à Tokyo. Donc c'est l'occasion, si je fais les minima, je serai qualifié automatiquement, donc j'aurai juste à payer mon dossard. J'aurais pas besoin de m'inscrire à une loterie ou un système un peu compliqué. Bon, puis après, plus tu progresses dans les majors, ils ont un système alors, d'étoiles, je m'y suis pas trop penché, mais tu cumules des étoiles à chaque course et donc ce qui te permet d'être, prioritaire pour les inscriptions. Donc
mon objectif, c'est de tout boucler, on va dire en octobre 2027, d'avoir fait les 3 derniers. C'est un club très privé? Vous êtes combien à peu près au monde à courir ces, majors marathons? Alors là, je sais qu'il y a moins de 1000 Français qui ont réussi à avoir la médaille. J'ai lu ça, cette semaine. Je crois que ça doit être ça. Je crois que ouais, ça doit être 750 Français qui ont la fameuse Six Stars. Parce que certaines courses sont compliquées à avoir. On parlait de Tokyo, c'est vrai que voilà et après je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. J'ai vu les tas de stats, qui sont sortis à chaque fois par les majors, mais je j'ai pas de chiffre en tête, donc je vais pas te dire de bêtises. Moi, ce que je voudrais, en fait, mon petit délire perso, c'est d'être le premier er Troyen, à réussir à avoir la Six Stars, quoi. C'est un peu Donc il y aura Bruno et Benoît derrière. voilà, voilà, mais Bruno, il est loin devant, mais Par rapport justement à ces grands marathons, qu'est-ce qui fait que Paris ne fait pas partie de ces, majors marathons? Qu'est-ce qui lui manque à ce marathon de Paris pour, ne pas figurer dans cette, liste très privée des, majors marathons? bah, je crois que c'est une volonté de la part de l'orga de Paris déjà, parce que, il y a un système de droit. Alors j'avais posé la question, Paris aujourd'hui est orga jusqu'à cette édition était organisé par ASO, comme tu le sais. J'ai lu, il y a quelques jours que ASO, la mairie de Paris n'avait pas renouvelé ASO le marché qu'il y avait avec eux. Donc, je pense que ça devait être une espèce de formation, une forme de délégation de service public. Donc je ne sais pas qui sera organisateur de l'événement l'année prochaine. Heu, donc voilà, c'était une volonté mutuelle et puis de pas aller plus loin. Après, qu'est-ce que ça apportera à Paris? Je sais pas. Aujourd'hui, je crois que Paris est quasiment, alors j'ai plus Paris les stats, mais enfin, j'y suis allé l'autre jour parce qu'on faisait la promotion, ça fait plusieurs années où on va faire la promotion à Running Au Run Experience Experience, ouais. ouais, ouais, de notre course. Ça permet de rencontrer les organisateurs, les collègues, les marques et cetera. Donc c'est toujours intéressant de se positionner aussi et je pense que, ouais, c'est une volonté commune, hein, de pas se positionner et Paris n'aura peut-être pas grand-chose à y gagner, d'autant qu'ils sont déjà quasiment à plus de la moitié des inscrits qui sont des coureurs, je crois que c'est ça, coureurs d'étrangers, hein, donc c'est énorme, c'est énorme. Donc et là, les villes qui veulent rentrer ou les courses qui veulent rentrer dans les majors, alors là, j'adhère moins. Si tu veux, j'étais qualifié, on n'en a pas parlé, mais je me suis qualifié donc avec les chronos que j'ai fait l'année dernière pour les championnats du monde, donc qui ont lieu, je crois là, dans quelques jours, de la semaine prochaine. Ils ont lieu au Cap. Donc ma priorité, tu vois, c'était plutôt de faire Boston-Berlin. J'étais déjà engagé. Quand j'ai reçu l'invitation à m'inscrire, j'ai dit: «Bon, bah, c'est sympa, mais non, ça sera pas cette année». Et je crois que la ville suivante après, c'est Shanghai qui s'est positionnée. Donc, je crois que là, dans les années qui viennent, il va y avoir deux villes nouvelles qui vont encore, on va dire, agrandir le cercle des villes majors. Alors toi, pour avoir discuté avec Fiona de l'agence, Contrast Running qui fait partie également de ces, tour opérateurs Mmh. habilités pour proposer des dossards pour ces majors. Ils ont sorti un circuit de semi-marathon au niveau Oui. européen qui permet justement, je pense aussi de collecter des médailles et d'avoir, quand on a réalisé, l'intégralité des courses, d'avoir cette, petite récompense. Donc, c'est peut-être plus accessible, un petit peu plus local en restant sur, le territoire européen. Ouais, ouais, effectivement, je crois il y avait Copenhague, je sais pas s'ils y sont encore, mais il y avait le Smith Copenhague, il devait y avoir Dublin, Portugal et cetera. Effectivement, je l'ai vu Prague, je crois peut-être aussi, enfin il y en oui, c'est a ça, quelques-uns, voilà. exactement. Ouais, ouais, il y a quelques belles courses. Ouais, ça sera peut-être le challenge suivant. Ce sera peut-être un peu moins traumatisant pour le corps de préparer les SMI que de préparer un marathon. Eh bien merci Benoît pour, cet échange, riche en enseignements parce que tu as cette double casquette, hein, coureur avec, ces majors dont on a parlé, mais également, cette casquette d'organisateur avec ce championnat de France du 10 kilomètres et en 2027 de semi-marathon. Merci à toi Benoît. Merci Sébastien. Si des gens veulent te contacter, par quels moyens on peut, venir à toi? Que ce soit pour le côté, major marathon ou l'organisation de courses, autre ficelle que tu peux, actionner? Écoute, je vais pas donner mon numéro comme ça, mais je suis joignable. Je suis sur les réseaux, sur LinkedIn,
Facebook ou Instagram. Alors je suis trop vieux pour être sur TikTok, mais voilà, on me trouve facilement, sur les réseaux et on peut me contacter. Bon, sachant que c'est pas la peine de me demander des dossards, un dossard pour dimanche. Malheureusement, nous sommes complets. Lorsque j'invite, tous ceux qui n'ont pas eu de dossard pour, le SMI ou le 10 kilomètres, cette année, c'est prendre leurs précautions, quoi. On avait mis, bien en avant, on avait alerté qu'on pouvait être complet rapidement et à ma grande surprise, on ne l'a pas été. Ça fait que 10 jours, mais voilà, il y a beaucoup de monde qui a l'habitude de s'inscrire au dernier moment et maintenant c'est trop tard. Eh bien, merci Benoît pour cet échange et puis, pour les auditeurs, je vous invite à aller découvrir cette belle ville de Troyes avec, ses courses organisées par Benoît et toute son équipe. Merci Benoît Merci Sébastien. et chers auditeurs, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Have no fear, Chosen Foods is here to defend your favorite foods from the forces of seedy oils and sketchy ingredients. With cooking oils, salad dressings, and mayo, all powered by the good fats from 100% pure avocado oil and simple, delicious ingredients. Chosen Foods.